Alors que ma famille me rabaissait, disant que je n'étais que l'ombre de mon frère, j'ai souri. Je leur ai révélé que c'était moi qui payais leur hypothèque, les prêts et les factures. Sous le choc, mon frère a soudain pâli. Je m'appelle Éléonore Dubois. J'ai 29 ans et j'ai appris à mes dépens qu'être fiable peut vous rendre invisible aux yeux des personnes qui vous utilisent le plus. La nuit où tout a changé, je me tenais dans la salle à manger de mes parents avec un verre d'eau à moitié vide à la main, écoutant mon frère rire comme s'il avait déjà gagné une partie à laquelle je n'avais jamais accepté de jouer. Il se pencha en arrière sur sa chaise, regarda de l'autre côté de la table et dit « Je serai toujours son ombre, pas sa sœur, pas son égale, son ombre. » Mes parents ne l'ont pas corrigé. Ils ont souri. Puis l'un d'eux a dit qu'il avait rendu la famille fière, tandis que je ne les avais embarrassés qu'en étant si ordinaire. La pièce est devenue silencieuse pendant une demi-seconde, le genre de silence qui me fait habituellement ravaler ma colère et aider à débarrasser les assiettes. Mais cette nuit-là, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Ça s'est mis en place. J'ai regardé le fils en or dont ils aimaient se vanter, puis les parents qui avaient passé des années à me qualifier de stable seulement quand ils avaient besoin d'argent, et j'ai souri doucement. J'ai dit que c'était bien. S'il était celui qui les rendait fiers, alors à partir de maintenant, il pourrait couvrir l'hypothèque, le prêt immobilier, l'assurance, le paiement du camion, et toutes les factures que j'avais discrètement payées pendant qu'il le louait pour avoir sauvé la famille. Mes parents me regardèrent comme si j'avais parlé une autre langue. L'un d'eux murmura « Quel argent ?» Je me suis tournée vers mon frère et pour la première fois de la soirée, son sourire narquois a disparu. J'ai dit « Vas-y, dis-leur. » Son visage est devenu pâle avant que quiconque ne comprenne pourquoi. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait chez vous en ce moment. Est-ce calme, orageux, ou lourd comme le silence dans cette pièce? Restez avec moi car ce qui est sorti ensuite n'a pas seulement changé un dîner. Ça a changé toute ma famille. Pour comprendre pourquoi cette seule question a rendu mon frère pâle, il faut comprendre le rôle que j'ai joué dans ma famille bien avant ce dîner. Je n'étais pas la personne excitante. Je n'étais pas l'enfant dont mes parents publiaient des photos sur Facebook avec de longues légendes et des émojis fiers. J'étais Éléonore, celle qui se souvenait des mots de passe, renouvelait les ordonnances, imprimait les formulaires d'assurance, traversait la ville quand quelque chose se cassait, et avait toujours, d'une manière ou d'une autre, assez d'argent pour aider quand tout le monde avait une raison de ne pas pouvoir. Mon frère, Nicolas, était différent. Il était plus âgé que moi, plus bruyant que moi, et traité d'une manière ou d'une autre comme la preuve que la famille Dubois avait produit quelqu'un d'important. Il travaillait dans l'immobilier commercial. Ou du moins, c'est ce qu'il racontait aux gens. Chaque dîner de famille s'accompagnait d'une nouvelle histoire sur un investisseur immobilier qu'il aimait, un accord sur le point d'être conclu, ou un client qui disait qu'il était un négociateur né. Mes parents dévoraient ces histoires comme un dessert. Mon père, Jacques, avait passé la majeure partie de sa vie à croire qu'un homme devait paraître prospère, même quand son compte bancaire n'était pas d'accord. Ma mère, Catherine, se souciait profondément de la façon dont la famille apparaissait à tout le monde à l'église, aux voisins et aux parents qui ne visitaient que 2 fois par an mais jugeaient comme s'ils payaient un loyer. Nicolas comprenait cela chez eux. Il portait de belles montres qu'il ne pouvait pas se permettre, conduisait un camion qui paraissait plus prospère qu'il ne l'était, et parlait d'une voix douce qui faisait passer les mensonges ordinaires pour des projets d'avenir. Je travaillais comme coordinatrice des opérations pour une entreprise de fourniture médicale à Lyon. Mon travail n'était pas glamour, mais il était stable, organisé et utile. Je gérais les expéditions, résolvais les problèmes des fournisseurs, suivais les retards et m'assurais que les hôpitaux obtenaient ce dont ils avaient besoin avant qu'une boîte manquante ne devienne l'urgence de quelqu'un d'autre. À la maison, je suis devenue la même personne. Si mes parents avaient besoin d'une facture, je la trouvais. Si leur compte en ligne était bloqué, je le réinitialisais. Si un paiement était en retard, j'étais la première à le savoir. Nicolas arrivait après que le problème soit résolu et disait quelque chose de charmant comme « Heureusement que nous avons Éléonore pour les choses ennuyeuses ». Tout le monde riait. Je riais aussi. Parce que rire était plus facile que d'admettre que ça faisait mal. Le mot « ombre » a commencé comme une blague quand nous étions enfants. Nicolas courait devant,
se faisait des amis, attirait l'attention, et je le suivais en portant tout ce qu'il oubliait. Il m'appelait son ombre parce que j'étais toujours là. Mes parents trouvaient ça mignon. Quand nous sommes devenus adultes, ce n'était plus mignon. C'était devenu une règle de famille que personne ne prononçait à voix haute. Nicolas se tenait dans la lumière. Je gérais ce qui se passait derrière. S'il apportait de la nourriture à emporter une fois, ma mère l'appelait généreux. Si j'achetais une semaine de courses, elle disait « Dieu merci, tu allais déjà au magasin ». Si Nicolas donnait une paire de gants de golf à mon père en parlait pendant un mois. Si je payais l'assurance habitation avant qu'elle n'expire, personne n'en parlait du tout. C'est ainsi que les choses fonctionnaient dans notre famille. Nicolas recevait des applaudissements pour des gestes. Je recevais des demandes d'aide supplémentaires. Et parce que je m'étais entraînée à croire que l'amour signifiait être disponible, je continuais à me présenter. Je me disais qu'ils avaient besoin de moi. Je me disais que Nicolas était juste immature. Je me disais que mes parents le remarqueraient un jour. Les pires mensonges ne sont pas ceux que les autres vous racontent. Ce sont ceux que vous répétez jusqu'à ce qu'ils sonnent comme de la patience. L'argent a commencé après le départ à la retraite anticipée de mon père. Il avait une blessure à l'épaule qui ne s'était jamais bien cicatrisée. Et après des mois à essayer de faire semblant d'aller bien, il a quitté son emploi avec moins d'économies que mes parents ne voulaient l'admettre. Au début, ils ont agi comme si tout était sous contrôle. Ma mère organisait toujours des dîners. Mon père parlait toujours de réparer la terrasse, de remplacer les comptoirs de cuisine, peut-être de faire un voyage à travers les montagnes. Mais les factures ne se soucient pas de la fierté. Le premier appel est venu de ma mère un mardi soir. Elle n'a pas demandé d'argent directement. Elle a demandé si je savais comment me connecter au portail hypothécaire parce que quelque chose n'allait pas avec l'écran de paiement. J'y suis allée après le travail et j'ai trouvé 3 avis de retard glissés sous une pile de factures d'épicerie. Ma mère a dit que c'était juste un problème de timing. Mon père a dit que les pensions étaient compliquées. Nicolas a dit qu'il allait toucher une commission et de ne pas s'inquiéter car il avait un système. Son système était ce qu'il appelait le compte des factures familiales. Il a dit que mes parents étaient trop fiers pour accepter l'aide de leur fille, mais qu'ils accepteraient de l'aide si cela semblait être lui qui gérait les choses. Il m'a dit que tout ce que j'avais à faire était de transférer de l'argent sur ce compte quand il y avait un manque et il s'assurerait que les bonnes factures soient payées. J'ai demandé pourquoi il ne pouvait pas le faire lui-même. Il m'a fait ce sourire chaleureux de frère et a dit « Éléonore, je suis aussi en train d'éteindre des incendies. Je construis quelque chose de grand. Aide-moi juste à faire traverser à la famille cette période difficile. Personne d'autre ne peut faire ce que tu fais. » J'aurais aimé entendre l'avertissement dans ce compliment. Personne d'autre ne peut faire ce que tu fais, signifiait vraiment, personne d'autre ne nous laissera nous servir d'eux comme ça. Le premier mois, j'ai envoyé 400 €. Le deuxième mois, c'était 900 €. Puis l'hypothèque a de nouveau eu besoin d'aide. Puis le prêt immobilier pour la réparation du toit. Puis les impôts fonciers. Puis l'assurance, puis le paiement du camion de Nicolas parce qu'il avait besoin de ce camion pour rencontrer des clients et rapporter le genre d'argent qui me rembourserait éventuellement. C'était toujours la promesse. Éventuellement, bientôt. Après la clôture de cet accord, quand le marché se redressera, d'ici le prochain trimestre. J'avais 26 ans quand les virements sont devenus routiniers. J'avais mon propre loyer, mon propre prêt étudiant, ma propre assurance voiture, ma propre vie qui rapetissait chaque fois que l'urgence de quelqu'un d'autre devenait plus grande. J'ai arrêté de sortir avec des collègues parce que dîner et boire semblaient irresponsables quand l'hypothèque était courte. J'ai reporté un rendez-vous chez le dentiste parce que Nicolas a dit que le prêteur du camion l'appelait 2 fois par jour. J'ai pris des quarts de travail d'inventaire le week-end quand mon entreprise avait besoin d'aide supplémentaire. Puis j'ai envoyé la majeure partie de ce salaire supplémentaire à un compte de facture familiale que je ne contrôlais même pas. Ce qui était étrange, c'est que mes parents ont commencé à mieux traiter Nicolas plus je payais. Ma mère disait, « Ton frère a vraiment pris les choses en main. » Mon père tapait sur l'épaule de Nicolas et l'appelait l'homme de la famille. Nicolas ne les a jamais corrigés.
Il baissait simplement les yeux humblement comme s'il portait un lourd fardeau pendant que je restais assise là avec mon application bancaire encore chaude du virement. Parfois, il me remerciait en privé. Tu nous sauves, Éléonore. Je suis sérieux. Je vais arranger ça. Mais en public, il les laissait croire que c'était lui qui sauvait tout le monde. Un soir, après avoir couvert 1700 € entre le manque de l'hypothèque et le paiement de son camion, ma mère a posté une photo de Nicolas à table avec la légende « Béni d'avoir un fils qui protège cette famille ». J'ai regardé ce post dans la cuisine de mon appartement avec un bol de soupe bon marché devant moi et j'ai ri une fois. Ça ne ressemblait en rien au bonheur. À ce moment-là, j'avais envoyé plus de 54 000 € en 3 ans et demi. Je connaissais le chiffre parce que je tenais des registres. Non pas parce que je planifiais une vengeance. Non pas parce que je voulais le jeter à la figure de qui que ce soit. Je tenais des registres parce que les chiffres étaient la seule partie de ma famille qui ne changeait pas son histoire pour faire paraître Nicolas meilleur. Un virement était un virement. Une date était une date. Une confirmation de paiement ne se souciait pas de qui souriait au dîner. Elle disait simplement la vérité. La vérité a commencé à se fissurer à cause d'un email qui ne m'était pas destiné. Mes parents avaient un vieil ordinateur de bureau dans la cuisine, le genre qui faisait un bourdonnement fatigué et prenait 10 minutes pour se mettre à jour chaque fois que quelqu'un l'allumait. Ma mère m'a appelé un samedi matin parce qu'elle a dit que l'écran était gelé et qu'elle ne pouvait pas imprimer un flyer pour une collecte de fonds pour l'église. J'ai réparé l'imprimante, effacé une douzaine de pop-up et ouvert l'onglet email pour m'envoyer le fichier. C'est là que j'ai vu l'objet du message de la compagnie hypothécaire. Paiement reçu. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai remarqué la ligne de prévisualisation, financée à partir du compte se terminant par 4421. Mon compte. Mon compte courant personnel. Pas le compte des factures familiales. Le mien. J'ai cliqué avant de pouvoir me raisonner. Le portail hypothécaire avait stocké l'historique des sources de paiement. Et là, mois après mois, mon compte couvrait les manques, les frais de retard, les lacunes de l'entièrcement et les paiements automatiques que Nicolas m'avait dit être acheminés par son système. Il n'avait pas seulement utilisé mon argent. Il avait lié mon compte directement aux factures tout en disant à tout le monde qu'il les gérait. Dans un dossier sur le bureau, j'ai trouvé des captures d'écran que Nicolas avait enregistrées pour mes parents. Payé, confirmé, pris en charge. Sous certaines d'entre elles, il avait tapé de courtes notes comme « Ne vous inquiétez pas. Je m'en suis occupé » ou « Dites à papa qu'il peut se détendre ». Mes mains sont devenues froides, mais mon esprit est devenu très clair. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas réveillé ma mère de sa sieste dans le salon pour exiger une explication. J'ai fini d'imprimer son flyer de collecte de fonds, je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pendant les 2 jours suivants, je suis devenue la version de moi-même que ma famille a toujours sous-estimée. Calme, détaillée, précise. J'ai tiré des relevés bancaires, des relevés de virement, des reçus d'application de paiement, des confirmations de virement, des emails hypothécaires, des confirmations d'assurance. Des paiements de services publics et des messages de Nicolas me demandant de l'argent tout en faisant semblant à mes parents qu'il avait tout couvert. J'ai créé une chronologie. Je ne l'ai pas rendue émotionnelle. Je l'ai rendue incontestable. Date, montant, facture, source, message de Nicolas. Ricanement déclaration de la famille qui l'a contredit. J'ai trouvé une semaine où j'ai payé le prêt immobilier le lundi, l'assurance habitation le mercredi et le paiement du camion de Nicolas le vendredi. Ce même samedi, mon père avait porté un toast à Nicolas au dîner pour être la raison pour laquelle la famille pouvait respirer. Je me souviens d'être assise à cette même table avec un mal de tête, me demandant si j'avais assez d'essence pour tenir la semaine. Lorsque la chronologie a atteint 54 680 €, j'ai arrêté de compter les petites choses comme l'épicerie, les médicaments et le plombier d'urgence. Mon estomac se tordait, non pas de l'argent seul, mais de la façon dont tout le monde s'était si soigneusement arrangé autour de mon silence. Puis j'ai agi. J'ai annulé tous les virements récurrents. J'ai supprimé mon compte bancaire de tous les portails auxquels je pouvais accéder. J'ai changé les mots de passe des comptes que j'avais créés.
J'ai envoyé au prêteur du camion un avis écrit indiquant que je n'étais pas responsable des paiements d'un prêt au nom de Nicolas. J'ai transféré le même montant que j'envoyais à ma famille sur mon propre compte d'épargne et j'ai fixé la confirmation jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Pour la première fois depuis des années, l'argent avait bougé dans ma direction. Nicolas l'a remarqué dans les 48 heures. Son premier SMS était décontracté. Et, le paiement du camion a-t-il eu un problème? Son deuxième est arrivé 20 minutes plus tard. Sérieusement, j'ai besoin que ce soit réglé aujourd'hui. Son troisième n'avait plus de charme. Ne rends pas ça bizarre. J'ai répondu par une seule phrase. Tu devrais parler à maman et papa. Après cela, il a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, ma mère a envoyé un SMS au groupe familial à propos d'un dîner du dimanche pour célébrer le prochain accord commercial de Nicolas. Elle a dit que nous devrions tous être fiers de tout le travail qu'il avait fait pour la famille. J'ai regardé le message, puis le dossier sur mon ordinateur portable étiqueté « Paiement du bois », et j'ai compris quelque chose qui m'a rendue presque sereine. Nicolas avait construit sa scène sur mon dos. Le dimanche, j'allais le laisser se tenir seul dessus. Quand je suis entrée dans la maison de mes parents ce dimanche-là, j'ai apporté un petit dessert d'une pâtisserie que ma mère aimait et mon sac d'ordinateur portable. Je n'ai pas apporté d'épicerie. Je n'ai pas apporté de serviettes en papier. Je n'ai pas apporté de chèque. Cela seul a rendu ma mère confuse. Elle m'a embrassé la joue et a dit « Oh, tu n'avais rien à apporter ». De la voix qu'elle utilisait quand elle s'attendait absolument à ce que j'apporte quelque chose. Mon père était déjà dans la salle à manger, portant une chemise boutonnée comme s'il s'agissait d'une cérémonie de remise de prix. Nicolas est arrivé 20 minutes en retard dans une veste bleu marine, sentant le parfum cher et parlant avant même d'avoir enlevé son manteau. Il a dit que le marché était brutal, mais que les gagnants savaient comment agir. Il a dit qu'un client l'avait pratiquement supplié de lui donner des conseils. Il a dit qu'une fois ce prochain accord conclu, tout changerait. Mes parents rayonnaient. Ma tante Josette, qui était venue parce que les éloges familiales avaient toujours besoin d'un public, s'est penchée vers ma mère et a murmuré que Nicolas avait une telle présence. Je me suis assise à table et j'ai plié ma serviette sur mes genoux. Le dîner s'est déroulé exactement comme je m'y attendais. Ma mère a interrogé Nicolas sur son affaire. Mon père a demandé s'il avait besoin de nouvelles cartes de visite. Tante Josette a dit que des hommes comme Nicolas étaient rares de nos jours. Personne n'a demandé comment s'était passée ma semaine jusqu'à ce que ma mère remarque que j'étais silencieuse et dise « Éléonore, ne sois pas maussade ce soir. C'est le moment de ton frère. » Nicolas a souri de l'autre côté de la pièce. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire de quelqu'un qui pensait que je ne parlerais jamais parce que je ne l'avais jamais fait. Puis il l'a dit. Tu sais, Éléonore, tu seras toujours mon ombre. Tu gardes les choses organisées. Bien sûr. Mais certaines personnes sont nées pour diriger. Certaines personnes sont nées pour suivre. Mon père a ri. Ma mère a soupiré un peu et a dit, ton frère nous a rendus fiers d'une manière que tu ne comprends pas. Tante Josette a ajouté, chaque famille a besoin de quelqu'un de stable en arrière-plan. Les mots tombaient un par un, mais pour une fois, ils ne m'ont pas enterré. Ils ont dégagé le terrain. J'ai posé ma fourchette. Nicolas s'est penché en arrière comme s'il venait de gagner. Je l'ai regardé, puis mes parents, et j'ai souri doucement. Bien, ai-je dit. Alors à partir de maintenant, il peut couvrir l'hypothèque, le prêt immobilier, l'assurance, les services publics, le paiement de son camion et toutes les autres factures que j'ai payées pendant que vous le félicitiez de protéger la famille. Ma mère a cligné des yeux. Mon père a arrêté de mâcher. Tante Josette nous a regardés, Nicolas et moi, comme si elle avait manqué une blague. Ma mère a dit, « Quel argent ?» Sa voix était mince. Je me suis tournée vers Nicolas. « Vas-y, ai-je dit. Dis-leur. » La couleur a quitté son visage si vite que j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Il a ri une fois, mais c'est sorti faux. Éléonore dramatise. Elle est d'ici et là. Elle aime faire paraître les choses plus grandes qu'elles ne le sont.
J'ai hoché la tête, ouvert mon ordinateur portable et l'ai connecté à la télévision du salon avant que quiconque ne puisse m'arrêter. La première diapositive était simple. Paiement du foyer du bois, 39 mois, source confirmée. Mon père a prononcé mon nom comme un avertissement. J'ai continué. La diapositive suivante montrait l'historique des paiements hypothécaires, les dates, les montants, mon compte bancaire, puis le prêt immobilier, puis l'assurance, puis les services publics, puis le camion de Nicolas. Ma mère s'est levée lentement et s'est approchée de l'écran. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Nicolas a dit, elle déforme tout. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Elle montrait un SMS de Nicolas me demandant de couvrir le manque de l'hypothèque parce que, papa ne peut pas savoir à quel point c'est grave. À côté, il y avait une capture d'écran du chat familial 2 heures plus tard où il avait écrit « Ne vous inquiétez pas. Je me suis occupé du paiement de la maison. » Tante Josette a fait un petit bruit. Mon père s'est tourné vers Nicolas. « C'est réel ?» Nicolas s'est frotté la mâchoire et a dit « Je gérais la situation. J'essayais de protéger tout le monde. » Les protéger de quoi, ai-je demandé. De la vérité ou de la perte de ton image? Il a claqué, tu ne comprends pas la pression. Si, ai-je dit. Je comprends payer des factures tout en étant traité d'ordinaire par les gens qui utilisent mon argent. J'ai cliqué à nouveau. Le total est apparu à l'écran. 54 680 €. La pièce est devenue si silencieuse que j'entendais le réfrigérateur ronronner. Ma mère s'est assise lourdement. Mon père a fixé Nicolas avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère exactement, de la confusion, de l'humiliation. Un père réalisant que le fils qu'il adorait portait le sacrifice de quelqu'un d'autre comme un costume. Nicolas a essayé une dernière fois. Elle a proposé. Elle voulait t'aider. Personne ne l'a forcé. Je me suis tournée vers lui. Tu as raison. Au début, j'ai proposé d'aider. Puis tu as menti, caché les paiements, t'es attribué le mérite et les as laissés t'appeler l'homme de la famille pendant que je sautais des repas et reportais des rendez-vous médicaux. Ce n'est pas de l'aide. C'est un vol de confiance. Ma mère a commencé à pleurer, mais je ne pouvais pas dire si elle pleurait pour moi, pour elle-même ou pour la version de Nicolas qu'elle perdait. Mon père a demandé à Nicolas de montrer un paiement de son propre compte. Juste un. Nicolas a regardé la table. Il n'avait rien. Ce fut le moment où le fils en or a finalement semblé petit. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je ne suis pas ici pour récupérer l'argent ce soir, ai-je dit. Je suis ici pour mettre fin au mensonge. Je ne paierai pas l'hypothèque. Je ne paierai pas le prêt immobilier. Je ne paierai pas le camion de Nicolas. Je ne serai pas le comte silencieux que vous drainez tous en le qualifiant de prospère. Ma mère a murmuré, tu ne peux pas simplement arrêter. J'ai dit, je l'ai déjà fait. La tête de Nicolas s'est levée brusquement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai regardé directement. Le paiement du camion est ta responsabilité maintenant. Tout comme la vérité. Il s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Tu vas tout ruiner. Non, ai-je dit, je vais arrêter de tout maintenir. Si ça tombe, c'est parce que tu l'as construit sur moi sans permission. Mon père a finalement parlé d'une voix basse et rauque. Éléonore, pourquoi ne nous as-tu jamais dit? J'ai presque ri, mais ça aurait sonné trop triste parce que chaque fois que j'essayais d'être vue, vous me disiez de me tenir derrière lui. J'ai ramassé mon sac d'ordinateur portable et me suis dirigée vers la porte. Ma mère m'a appelé, disant que nous devions parler en famille. Je me suis arrêtée, la main sur la poignée. Une famille dit la vérité avant de demander un autre sacrifice. Puis je suis partie. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas regardé par la fenêtre pour voir si quelqu'un me suivait. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que j'atteigne le bout de leur rue. D'abord Nicolas, puis ma mère, puis mon père, puis Nicolas à nouveau. Au moment où je suis arrivée à mon appartement, j'avais 23 appels manqués et une série de messages qui changeaient de ton si rapidement qu'ils auraient pu être écrits par différentes personnes.
Ma mère a dit qu'elle était confuse et blessée. Mon père a dit que je l'avais embarrassé dans sa propre maison. Nicolas a dit que j'étais jalouse, amère, instable et obsédée par l'idée de le faire passer pour quelqu'un de mauvais. Tante Josette a écrit que l'argent ne devrait jamais se mettre entre la famille, ce qui était facile à dire pour elle car aucun argent ne venait d'elle. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. J'ai fait un sandwich, me suis assise sur le sol de ma cuisine et j'ai laissé le silence paraître étrange. Pendant des années, les dimanches soirs avaient signifié vérifier les soldes, déplacer de l'argent, décider quelle partie de ma propre vie pouvait attendre pour que la vie de quelqu'un d'autre ait l'air normale. Cette nuit-là, je n'ai rien fait de tout cela. Le lundi, l'histoire de la famille a changé. Ma mère a appelé 2 fois avant le petit déjeuner et a laissé un message vocal disant que Nicolas avait peut-être fait des erreurs, mais que je n'avais pas le droit de le faire honte publiquement. Mon père a envoyé un SMS disant que lui et ma mère s'étaient sacrifiés pour moi enfant, comme si élever une fille créait une dette qu'elle devait payer pour toujours. Nicolas a posté une citation vague en ligne sur les serpents souriants à la table familiale. Au déjeuner, une cousine à qui je parlais à peine m'a envoyé un message disant qu'elle avait entendu dire que j'essayais de détruire mes parents pour de l'argent. C'était le mot que tout le monde utilisait, l'argent. Comme si le montant était le problème. Comme si 54 000 € n'était qu'un chiffre et non des années de mon corps vivant sous le stress. Comme si le mensonge n'avait pas d'importance. Je voulais me défendre auprès de tout le monde. Je voulais envoyer tout le dossier à toutes les tantes, cousines, amis de l'église et voisins qui avaient soudainement des opinions. Mais ma thérapeute, que j'avais finalement appelée après avoir annulé les paiements familiaux, m'a dit quelque chose de simple lors de notre première séance. Vous n'avez pas à soumettre de preuves aux personnes déterminées à vous mal comprendre. J'ai donc choisi 3 personnes qui comptaient. Je leur ai envoyé une version courte avec des reçus et j'ai laissé les autres parler. Puis les conséquences ont commencé. Non pas parce que j'ai attaqué quelqu'un, mais parce que j'ai arrêté de payer pour la fantaisie. Le prêteur du camion de Nicolas l'a appelé en moins d'une semaine. La compagnie hypothécaire a envoyé un avis à mes parents lorsque le paiement automatique de la pénurie n'est pas apparu. Le paiement du prêt immobilier a été refusé parce que Nicolas avait déplacé de l'argent pour se donner l'air d'être à jour. Ma mère a appelé en pleurant, mais quand j'ai décroché, la première chose qu'elle a dite n'était pas « Je suis désolée ». C'était « Peux-tu juste aider une dernière fois pendant que nous réglons les choses ?» J'ai dit « Non ». Elle est devenue silencieuse, stupéfaite par un mot qu'elle avait si rarement entendu de ma part qu'il sonnait presque impoli. Mon père a pris le téléphone et a dit « Ce n'est pas toi ». J'ai dit « Non, c'est exactement qui je suis quand j'ai cessé d'avoir peur de décevoir les gens qui n'hésitaient pas à me décevoir. » Il a raccroché. Nicolas est venu à mon appartement 2 nuits plus tard sans prévenir. Je ne l'ai pas laissé entrer. Il se tenait devant ma porte dans le couloir, murmurant en criant parce qu'il ne voulait pas que mes voisins entendent. Ricanement, il a dit que le camion était essentiel pour son travail. Il a dit qu'une réunion avec un client en dépendait. Il a dit que s'il perdait cet accord, ce serait de ma faute. Je lui ai demandé si le client savait que son image de succès était financée par sa petite sœur. Son visage a changé pendant une seconde. J'ai vu la panique sous la colère. Tu as toujours voulu ça, a-t-il dit. Tu as toujours voulu prouver que tu étais meilleur que moi. J'ai secoué la tête. Je voulais que tu dises la vérité. Il s'est approché, baissant la voix. Aide-moi ce mois-ci et je leur expliquerai tout. J'ai presque cru, car une partie de moi se souvenait encore du frère qui me laissait monter sur son guidon quand nous étions enfants. Mais ensuite, je me suis souvenu de la diapositive avec mon paiement à côté de son message, je m'en suis occupé. J'ai dit non à nouveau et j'ai fermé la porte. Les 2 semaines suivantes furent difficiles. Ma mère a posté des messages sur des enfants ingrats. Tante Josette m'a traité de froide. Mon père a dit à un parent que j'étais devenue obsédée par l'indépendance. Nicolas m'a appelé une ombre essayant de voler la vedette. Mais les ombres ne créent pas la lumière. Elles n'apparaissent que quand quelque chose la bloque. Et quand j'ai cessé de me tenir derrière Nicolas, tout le monde a enfin vu ce qu'il bloquait. Son camion a été saisi sur le parking d'un restaurant avant un déjeuner avec un client.
La nouvelle s'est répandue plus vite qu'il ne s'y attendait. Un client de l'immobilier commercial s'est retiré après avoir découvert que Nicolas avait exagéré ses récentes transactions et utilisé des histoires de sauvetage familial pour paraître responsable. Sa maison de courtage a cessé de lui donner des pistes prioritaires. Soudain, le fils en or ne pouvait plus conduire, ne pouvait plus impressionner, et ne pouvait plus se cacher derrière mon compte bancaire. Mes parents ont été contraints de s'asseoir à leur table de cuisine avec de vraies factures, de vrais chiffres, et aucune fille pour les faire disparaître discrètement. Pour la première fois, la famille Dubois a dû vivre dans la vérité. 3 mois après ce dîner, j'ai vu Nicolas dans une quincaillerie en périphérie de la ville. Il portait une chemise de travail grise avec un badge nominatif, chargeant des cartons sur un chariot pour un entrepreneur qui ne savait pas et ne se souciait pas qu'il se vantait autrefois de propriétés valant des millions d'euros. Pendant une seconde, le vieux réflexe est monté en moi. La culpabilité, la pitié, l'envie d'adoucir les conséquences pour quelqu'un qui n'avait jamais adouci ses paroles pour moi. Puis il a levé les yeux et m'a vu. Il n'a pas souri narquoisement. Il ne m'a pas appelé son ombre. Il a détourné le regard le premier. Je ne vous raconte pas cela parce que j'ai aimé le voir humilié. Je vous le raconte parce que certaines personnes n'apprennent le poids de la responsabilité que lorsque personne d'autre ne le porte pour elles. Nicolas avait perdu le camion. Il avait perdu le gros client. Il avait perdu l'admiration facile qui venait de faire semblant d'être le pourvoyeur de la famille. Ce qu'il n'avait pas perdu, c'était sa vie, sa santé ou sa chance de devenir honnête. Cela comptait pour moi. La vengeance qui détruit une personne peut empoisonner la personne qui la porte. Mais les conséquences qui révèlent la vérité peuvent libérer tout le monde, même les gens qui les détestent. D'abord, mes parents ont changé plus lentement. Ma mère m'a envoyé un long SMS 6 semaines après la confrontation. La première moitié était des excuses. Elle a dit qu'elle n'avait pas su. Elle a dit que Nicolas les avait trompés. Elle a dit qu'elle et mon père étaient dépassés. Puis, vers la fin, il y avait une phrase qui m'a laissé immobile un moment. Elle a écrit « Nous avons loué l'enfant qui nous faisait bien paraître et ignoré l'enfant qui nous gardait en sécurité ». Ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était la première chose honnête qu'elle avait dite depuis des années. Mon père n'a pas envoyé de SMS. Il a posté une lettre. Son écriture était tremblante et serrée, comme si chaque mot l'avait combattu en sortant. Il a admis qu'il avait aimé croire que Nicolas était le fort parce que cela le faisait se sentir moins comme un échec en tant que père. Je ne lirai plus jamais mon compte bancaire à une facture qui ne m'appartenait pas. S'ils avaient besoin d'aide, ils devaient le demander clairement, respectueusement, et accepter que « non » était une réponse complète. Certains proches pensent toujours que j'ai été dure. Tante Josette m'a dit un jour qu'une famille ne devrait jamais compter les points. Je lui ai dit que j'étais d'accord, mais qu'une famille ne devrait jamais non plus forcer une personne à continuer de payer pendant que tout le monde fait semblant de ne pas voir le tableau de bord. Après l'arrêt des virements, ma propre vie a commencé à s'ouvrir de petites manières qui semblaient presque irréelles. J'ai constitué un fonds d'urgence. J'ai réparé ma voiture avant qu'elle ne devienne dangereuse. Je suis allé chez le dentiste. J'ai loué une petite maison de ville avec la lumière du matin dans la cuisine et aucune facture familiale cachée sous mon nom. Le premier dimanche que j'y ai passé, j'ai fait des crêpes, bu du café par terre parce que mes meubles n'étaient pas arrivés, et me suis senti plus riche que je ne l'avais jamais été en envoyant des milliers d'euros à des gens qui me qualifiaient d'ordinaire. Plus tard, j'ai participé à un atelier de bien-être financier communautaire par l'intermédiaire d'une organisation à but non lucratif liée à mon travail. Je ne me suis pas levée pour raconter toute mon histoire, mais j'ai aidé des jeunes à comprendre des choses simples que j'aurais aimé que quelqu'un me dise plus tôt. Ne confondez pas le secret avec la gentillesse. Ne laissez personne qualifier vos limites d'égoïstes quand ils bénéficient de votre absence de limites. Aider la famille peut être beau, mais l'aide doit être honnête, limitée et respectée. L'amour ne devrait pas vous obliger à disparaître. C'est la leçon que je porte maintenant. Je ne suis pas contre le sacrifice. Chaque famille survit parce que quelqu'un donne quelque chose. Mais le sacrifice devient dangereux lorsqu'il est exigé de la même personne encore et encore, puis effacé pour que quelqu'un d'autre puisse être loué.
J'ai passé des années à croire qu'être l'ombre signifiait que j'étais loyale. Maintenant, je comprends que je me tenais dans l'obscurité pour que Nicolas puisse paraître plus brillant. La nuit où il m'a dit que je serais toujours son ombre, il pensait me rappeler ma place. Au lieu de cela, il m'a montré la porte pour en sortir. Mes parents ont encore des mois difficiles. Nicolas est toujours en reconstruction. Je me remets encore de la culpabilité qui vient quand on cesse d'être utile à des gens qui ne vous valorisaient que de cette façon. Mais mon argent reste le mien à moins que je n'en décide autrement. Ma paix n'est plus négociable. Mon amour n'est plus un plan de paiement. Et si quelqu'un me regarde un jour et me dit que j'appartiens à son ombre, je sais exactement ce que je ferai. Je m'écarterai et je les laisserai découvrir ce que je soutenais. Alors, dites-moi, si vous étiez à ma place, resteriez-vous silencieuse pour garder la famille à l'aise, ou sortiriez-vous enfin à la lumière et laisseriez-vous la vérité parler d'elle-même ? Derrière cette vidéo se trouve une équipe qui travaille dur pour créer une histoire émouvante, dramatique et significative pour le public. N'oubliez pas que tout ici est fictif et n'est fait qu'à des fins de divertissement et d'éducation. Nous espérons qu'il laissera aux téléspectateurs une leçon sur la force, la dignité et le pouvoir de finalement choisir soi-même.